Et de mon côté, je partage mon écran pour qu'on puisse démarrer. Alors, est-ce que vous voyez un petit Trifon tournesol? Très bien. Eh bien, voilà, c'est peut-être le chercheur tel que vous le représentez. Mes collègues et moi, on n'a pas pris notre chapeau ni notre redingote, mais toute notre bonne volonté de chercheur pour essayer de vous faire un retour sur cette journée énergiste à boîte. Nous étions 7 chercheurs à participer. Nous avons été 5 à préparer cette restitution et nous sommes aujourd'hui 3 à pouvoir la co-animer. On va se présenter rapidement. Nos noms figurent sur la diapositive. Il y a d'abord Kenza. Kenza, peut-être quelques mots sur toi. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis doctorante en première année au CERAG en gestion des systèmes d'information. Merci Kenza. Il y a Isabelle. Bonjour, donc Isabelle Corbette, enseignant-chercheur en GRH à l'IAE et je travaille beaucoup sur tout ce qui est forme alternative d'entreprise. Et il y a moi-même, Christian. Je suis aussi enseignant-chercheur en RH à Grenoble IAE. Et avec Isabelle, nous animons la chaire Capital Humain et Innovation. On s'intéresse donc à toutes les pratiques managériales qui peuvent soutenir l'innovation produit, l'innovation service, mais également à l'innovation organisationnelle et managériale. Et d'ailleurs, c'est celle-ci qui va nous occuper aujourd'hui, puisque c'était la grande thématique de cette journée du 17 mars à laquelle vous avez sans doute participé. Cette réunion va durer jusqu'à 18 heures maximum, pas au-delà de toute façon. Et voici comment elle va se structurer. On va d'abord commencer par s'accueillir et s'inclure mutuellement. Et ensuite, nous allons basculer dans un premier retour qu'on aimerait vous faire, un retour plutôt global. Nous vous partagerons la façon dont nous avons vu l'ensemble de la journée, l'ensemble des témoignages, avec déjà quelques éléments d'analyse qui sont ceux que nous, les chercheurs, nous aimons bien utiliser et qui, peut-être, en tout cas nous l'espérons, feront sens pour vous. Avec ce premier retour global, il y aura déjà une première discussion. Ensuite, on fera un retour plus particulier. On va vous proposer une clé de lecture qui n'est qu'une clé parmi tant d'autres. Elle n'explique pas tout, mais elle nous semble intéressante à manipuler pour ouvrir des portes. Et cette clé, elle s'appelle le contrat psychologique. Certains la connaissent, d'autres vont la découvrir, et on va revenir notamment sur 2 des témoignages qu'on a beaucoup aimés, et on va les relire avec vous à l'aune de ce contrat psychologique. Ensuite, on fera sans doute 2 petites salles de discussion ou 3 petites salles de discussion pour que vous puissiez tranquillement en débattre parmi vous. Et on terminera par un tour des écrans pour que vous puissiez nous dire s'il y a des choses qui vous ont enrichi, s'il y a des choses qui vous ont étonné, s'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées ou que vous attendez pour de futurs échanges. Voilà le programme, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours prêts à rester connectés? Si vous ne hurlez pas, nous continuons. Parfait. Alors, on va s'accueillir et s'inclure. On va prendre 1 minute chrono pour réfléchir à une question terrible. Qu'est-ce qui m'a marqué lors de la journée énergiste à boîte? Vous allez me dire, mais moi, j'y étais pas. Si c'est le cas de l'un ou l'une d'entre vous, c'est pas grave. Vous pourrez quand même vous présenter après, mais je crois que l'essentiel parmi vous y était. Donc, qu'est-ce qui m'a marqué? Parce que dans 1 minute, vous pourrez, à ma proposition, à mon invitation, vous présenter en disant rapidement votre prénom, votre organisation actuelle et ce qui vous a marqué positivement. Attention, top chrono, c'est parti pour 1 minute de réflexion. Ouais. J'ai ramené tous les machins, les chocolats. Tenez bon, encore 25 secondes de réflexion.
Voilà, je reviens aux écrans pour pouvoir faire maintenant notre petit tour d'inclusion et je vais appeler les uns les autres à se présenter très simplement et à partager ce qui a pu les marquer positivement lors de cette journée. Alors, je passe le micro à Lila, je vois iPhone de Lila. Lila, Bonjour Lila, à êtes-vous tous. là? Oui, Vous m'entendez? Ouais. très Je vais bien, mettre la caméra juste le temps que je m'exprime. c'est Voilà. gentil. Avec mon téléphone, c'est pas évident. Alors, bonjour à tous. Donc, Lila Chen, je suis chargée de mission transformation à la DRH Group d'EDF. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est à la fois l'énergie qui s'est dégagée, la bonne humeur, l'enthousiasme, la bienveillance. Enfin, il s'est dégagé, je trouve, beaucoup d'énergie de cette réunion et beaucoup d'idées aussi. Merci beaucoup, Lila. Je passe le micro à Jean-Christophe Boulet. Oui, Jean-Christophe Boulet de Orange. Moi, ce qui m'a marqué, c'était effectivement la même chose. C'est que c'était une journée qui était très ressourçante. Et puis, j'étais surpris de voir qu'il y avait des chercheurs. Donc, c'est vraiment un sujet qui semble être intéressé des personnes plutôt universitaires. Donc, c'était positif pour moi. Ça intéresse même ces extraterrestres qu'on appelle les Ouais. universitaires. C'est complètement Moi, je n'osais fou. pas le dire, mais voilà. Je le dis pour vous, comme ça je vous mets à l'aise. Merci, Jean-Christophe. Je passe le micro à Madame Gobard, je crois que je ne me trompe pas. Magali, oui. Magali, merci Magali. Donc moi, je suis chez Raymond, chargée de projet de transformation. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la diversité et la diversité notamment des modèles, pour dire qu'il n'y a pas de modèle finalement de tout ce qui était présenté. Et le fait que ça dépendait vraiment des contextes et des porteurs de vision. Voilà. Ok, la diversité, pas de one best way en quelque sorte. C'est ça. Merci Magali. Je passe le micro à Guillaume. Alors, bonjour, Guillaume de l'Université du Nou. Je n'étais pas là le 17. Par contre, là, je suis marqué très positivement par la clarté de cette introduction et le soin qui est apporté à ce temps d'inclusion. Donc, je me sens bien. Et comme je le disais, je devrais partir un tout petit peu avant 17 h, si c'est OK pour vous. Voilà, si vraiment il y a un problème, n'hésitez pas. J'ai terminé. Dommage Merci. parce qu'on va révéler dans la dernière fin le Twix final, vous allez le rater, mais ça fait Ouais, partie mais il y a un enregistrement, donc des frustrations. Voilà, il y a l'enregistrement. on va le Vous regarder. êtes le bienvenu, Guillaume. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Héloïse, à vous. Oui, bonjour. Donc moi j'étais, je suis Héloïse Michaud et anciennement à Néovision, RRH à Néovision. Moi j'ai été vraiment très agréablement surprise par le dynamisme des échanges durant toute la journée et également par la pluralité de la taille des entreprises qui sont dans des démarches de gestion un petit peu libérée, que ce soit, ça touche aussi bien des grosses structures et pas seulement des TPE, PME qui ont souvent des modes de management plus flexibles ou plus agiles. La diversité des contextes Voilà. qui sont soumis à ces innovations managériales ou à ces réorganisations. Merci beaucoup, Héloïse. Martin, à vous. S'il y a bien un Martin, je me suis peut-être trompé. Je vois Martin Lesage, RN. Y a-t-il Oui. quelqu'un qui se reconnaît? Alors, Martin, normalement, il est de Cities, mais bon. Peut-être qu'il là, doit répondre à une urgence. ouais. C'est pas grave, on lui redonnera le micro volontiers dans quelques instants. Je propose que ce soit le tour de Jean-Luc. Oui, bonjour, donc Jean-Luc Christin, ex-Lapanière, où j'étais DRH. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le décalage de conscience des processus humains dans les discussions qu'on avait dans cette journée par rapport à ce qu'on trouve en entreprise. Décalage par rapport à ce qu'on trouve en entreprise. Vous pouvez en dire plus, Jean-Luc? C'est-à-dire qu'en entreprise, ça intéresse peu de gens de savoir comment ça fonctionne les humains et c'est étonnant comme c'est difficile d'en parler, alors que là, il y avait un public où toutes les conversations tournaient autour de ça. Ah oui. C'est assez atypique, je trouve. Ouais. Est-ce que ça a fait du bien? Carrément. Carrément, merci beaucoup. Je passe le micro maintenant à Lucie. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui.
Je suis arrivée, je suis désolée, hein, je suis arrivée quelques minutes après que vous ayez commencé, donc je prends le wagon en marche. Donc, je m'appelle Lucie, je suis une ancienne responsable qualité dans l'industrie de la santé. Et là, je suis en reconversion professionnelle autour des sujets de la qualité de vie au travail. J'ai été présente à la journée et moi, ce qui m'a bluffé, c'est le nombre, le nombre de personnes qu'on a réussi à réunir. Je ne pensais pas que voilà, autant de personnes étaient touchées et se sentaient concernées par ce sujet. Et j'ai envie de compléter, Lucie, ce que vous dites, autant de personnes à venir en présentiel en 2023. C'est effectivement très, très beau et très étonnant. Merci, Lucie, d'être parmi nous. Plaisir. On a également autour de nous Pascal. Bienvenue, Pascal. Bonjour à tous, donc je suis Pascal, chargée de projet en accompagnement au changement au département de formation professionnelle de Grenoble INP. Moi, j'ai participé à la journée. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est déjà la bienveillance, le dynamisme et l'énergie très positive de toute l'équipe et de toutes les personnes présentes, en fait. Et puis, la richesse immense et la diversité de tous les modèles présentés par les entreprises et des modes de gouvernance qui étaient très différents aussi et des domaines aussi des entreprises ou des petites PME, des petites associations qui étaient aussi très différentes. Donc, je trouve ça très, je dirais, encourageant pour l'avenir en disant que ça peut vraiment s'appliquer un peu partout et à tous. Il n'y a pas de privilège de la taille ou du domaine. Pas réservé à certaines organisations. Voilà, tout à fait. Merci Pascal. Je propose que le micro tourne et ce soit peut-être Sylvie. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Sylvie. Je suis indépendante. J'accompagne les entreprises pour développer leur culture d'innovation. Donc, j'étais présente à la journée. Et ce qui m'a surpris, c'est vraiment cette énergie, les énergies de vie et cette volonté commune, finalement, de vouloir accompagner nos entreprises dans leur transformation. Voilà. Donc, ça faisait du bien de se sentir dans une famille, en fait, dans vraiment cette même volonté et de se sentir moins isolé. Une énergie, une volonté partagée. Super, merci Lucie. Valérie, à vous. Bonjour, moi je suis Valérie Hilleret, je suis responsable RH pour une société qui s'appelle Stem Cell Technologies. J'ai participé aussi et j'étais impressionnée en fait par la pluralité des profils, des types d'organisations, d'entreprises et de voir aussi à quel point il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'explorer des nouvelles choses, d'essayer, y compris même des gens qui étaient revenus sur des choses qu'ils avaient fait et qui ont constaté les avantages, les inconvénients, mais du coup il en ressortait quand même une forme d'optimisme et de dynamisme qui m'a plu. Optimisme et dynamisme, merci beaucoup. Nous aussi, les chercheurs, on a pu être marqués positivement par quelque chose. Isabelle, est-ce que c'est le cas? Micro. Oui, bien sûr. Alors, on essaie de dire quelque chose de nouveau. Je crois l'enthousiasme et puis des très belles rencontres et un environnement très, très inclusif. Vraiment, tout le monde se sentait à sa place, tout le monde pouvait être curieux, poser ses questions. Donc, une belle découverte et une très belle organisation, enfin, notamment cette fresque dont on va reparler. C'était un très bel objet intermédiaire, comme on dirait, nous chercheurs, pour justement susciter la discussion et commencer à cristalliser ces idées. Donc, merci Odile. Ok, c'est Isabelle. Kenza, est-ce que tu veux partager quelque chose? Oui, alors moi je rejoins Magali parce que ce qui m'a le plus marqué, c'est la diversité. C'est des gens qui venaient d'entreprises ou pas, ou qui ont quitté leur entreprise, donc avec des situations professionnelles différentes, qui ont un vécu différent, des expériences différentes, parfois qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et c'était très intéressant de voir tout ça et d'entendre des retours d'expérience par rapport à tout ça. Oui, et pas seulement des célébrations de succès extraordinaires. Il y avait effectivement une belle diversité également de types d'expériences et de tons.
Ok, il y a d'autres personnes qui ont pu nous rejoindre depuis le début de ce tour, c'est formidable. Je crois qu'il y a Véronique qui n'a pas encore eu le micro. Bienvenue Véronique. Voulez-vous partager qui vous êtes, dans quelle organisation vous êtes et ce qui vous a marqué? Oui, alors bonjour, pardon, excusez mon retard déjà. Véronique Minot, alors je suis à la métropole dans les ressources humaines, mais en l'occurrence, moi j'étais là pour faire la facilitation graphique de l'événement. Donc, ce qui m'a marqué, c'est la richesse des différents ateliers et des apports. Et il y a la belle énergie qu'il y avait ce jour-là. Voilà, et je tiens à vous remercier les chercheurs d'avoir fait le job, de venir me voir après pour voir ce qu'il y avait à compléter, rajouter sur la fresque. Voilà, mais j'en retire une belle énergie. Je pense que la fresque, elle était à l'image de tout ce qui a été dit. Enfin, j'espère. Elle était belle et dense. Merci. Anne-Sophie, j'ai vu que tu étais arrivée. Bienvenue aussi à toi. Merci, oui, bonjour. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le monde qui est intéressé par ces sujets-là. Et ça m'a réjoui de voir qu'il y a beaucoup de monde et de diversité d'entreprises qui veulent se transformer assez. Donc, on a tous le même élan et ça m'a fait beaucoup de bien de me mélanger à toute cette énergie positive. Super, merci Anne-Sophie. Est-ce qu'à part Odile, qui n'a pas encore eu la parole, une personne aurait été honteusement oubliée par moi-même? Il y a Martin, je pense que tu avais Martin tenté, est de mais retour. je l'ai vu Ouais, Martin est de retour. Martin, êtes-vous là? Martin une fois, Martin deux fois. Bah, il est reparti Martin alors, mais je est l'ai reparti vu. dans une petite cétise, mais il reviendra se garer parmi nous, on l'accueillera également. Odile, tu es mal placée pour dire ce que tu as vécu en tant qu'utilisatrice de la journée, puisque tu étais organisatrice en chef. Oui, mais Néanmoins, tu peux dire Tout à fait. Il y a une équipe d'organisation et de soutien qui a été merveilleuse, ce qui fait que j'ai vraiment profité de la journée moi aussi. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que dès qu'on a donné le top départ de la première activité, tout le monde s'est mis à parler avec tout le monde et j'ai observé en fait ce truc-là toute la journée et ça m'a réjoui parce que pour moi, c'était un des objectifs, c'est voilà, qu'il y ait ces échanges dans tous les sens. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a marqué. Très bien. Merci beaucoup à chacun, chacune. On a pu maintenant savoir un peu qui était autour de la table, nous accueillir et on va pouvoir entrer de plein pied dans la double restitution que nous avions prévu, mes collègues et moi, de vous faire en tant que chercheurs. Peut-être un mot sur ce mot de chercheur, sur lequel il y a beaucoup de projections, de stéréotypes et de représentations. Notre boulot de chercheur en management, c'est d'observer, de comprendre et de proposer. On sert à ça, si on sert à quelque chose. Observer les pratiques de management, et donc pour ça qu'on passe beaucoup de temps à les voir en entreprise, à passer des questionnaires, à faire des interviews, à rencontrer les entreprises de multiples façons, ça c'est observer. Comprendre, on essaie de comprendre pourquoi telle pratique marche, telle autre marche pas, telle décision est prise, etc. Et puis proposer à qui veut l'entendre, il y a peut-être parfois des alternatives. Et c'est pour ça que souvent nos thèses, nos articles, nos propositions se terminent par des suggestions, des recommandations. C'est en tout cas en tant que chercheur qui observe, qui essaye de comprendre, qui propose qu'on vient vous faire un premier retour global sur ces 19 témoignages entendus. Je vous les remets là devant les yeux, on ne va pas tous les relire, mais c'est juste pour qu'on recharge un peu le logiciel. Et oui, que de diversité, que de richesse. Et nous sommes partagés, nous les chercheurs, pour tous les couvrir, on les a fichés, figurez-vous, et ensuite on en a partagé, et déjà reprendre cet ensemble était assez impressionnant. Ça nous a permis, c'est aussi un premier retour global qu'on voulait vous donner, de noter que nous avions sur le plateau cette journée des innovations managériales dans tous les sens. Alors, innovation managériale, ce n'est pas forcément l'élément de langage qui a été utilisé exactement pour peut-être vous informer de cette journée, peut-être que vous avez entendu d'autres mots, c'est l'expression que nous, les chercheurs, on va utiliser en tout cas. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation managériale? On peut la définir de plein de façons. Une première façon consiste à dire de manière assez empirique, c'est quelque chose qui a un écart assez marqué par rapport aux pratiques traditionnelles de management.
et qui, du coup, modifie considérablement le travail managérial. C'est une définition qu'on emprunte à Gary Hamel, qui est un conférencier célèbre. Une autre façon de définir l'innovation managériale, c'est de dire ça va être quelque chose qui change le management, mais sous l'une ou l'autre de 3 dimensions possibles. Je m'explique. Première dimension, c'est ce qu'on appelle le contenu. On dit ce qu'il y a dans l'acte ou la pratique de management elle-même. Quand un jour, une boîte comme Netflix s'est mise à instaurer la possibilité de prendre un nombre variable de jours de congé à la carte, on peut dire que c'était un contenu, une pratique dans le contenu qui était relativement nouvelle et qui faisait un petit peu école, innovation managériale de contenu. On peut être aussi une innovation managériale, non pas par le contenu, mais par le contexte. Vous savez que le lean management existe depuis très très longtemps dans l'industrie, notamment l'industrie automobile. Vous savez peut-être que des organisations comme les hôpitaux, et les hôpitaux publics, s'inspirent du lean management, voire se mettent à le pratiquer depuis quelques années. Donc le lean management, ce n'est pas une innovation managériale en soi, mais la transposer d'un contexte industriel pour lequel elle a été faite à un contexte d'hôpital, waouh, ça c'est peut-être une innovation managériale quand même, mais de contexte et pas de contenu. Et puis il y a une troisième dimension qu'on aime bien utiliser, nous les chercheurs, c'est ce qu'on appelle le processus. Le processus, c'est tout ce qui est manière de faire, manière de l'introduire. Quand, par exemple, dans une entreprise, vous avez des personnalités un peu rebelles, un peu intrapreneurs, un peu corsaires, qui se mettent à animer des séminaires en intelligence collective sans avoir aucun mandat pour ça, et qui petit à petit mettent en place des façons un peu saugrenues de développer des projets d'innovation qui ne sont pas encouragés ou reconnus, mais qui, une fois qu'ils sont assez mûrs, sont présentés fièrement à la direction. Quelque part, c'est une innovation de processus, c'est la façon de faire qui est nouvelle. Et c'est comme ça qu'on peut aussi caractériser les innovations managériales. Elles peuvent être des innovations managériales de contenu, parce que c'est la pratique elle-même qui est vraiment nouvelle, de contexte, parce que c'est le contexte d'application qui est nouveau, ou de processus, parce que c'est la manière de s'y prendre qui est nouvelle. Et il se trouve que dans cette belle journée du 17 mars, on en a eu pour les contextes, les contenus et les processus. Les contenus, il y a eu beaucoup de témoignages sur des organisations responsabilisantes, qui s'appelaient ou pas entreprises libérées, qui pouvaient emprunter ou pas aux règles très formalisées de l'holacratie, mais on a eu aussi des contenus en matière de politique de RSE très poussés, on a eu des organisations en mode communauté, on a eu de la gouvernance partagée. Vous voyez, on a eu des pratiques dont les contenus étaient variables. Et on peut dire qu'il y avait déjà une variété d'innovations managériales de contenu. Il y avait une variété, et vous l'avez souligné dans vos présentations tout à l'heure, de contexte. Nous avons été frappés, nous aussi, comme vous, par le fait qu'il n'y avait pas que des grands groupes qui témoignaient, ni que des TPE, mais des grands groupes comme Orange, des anciens grands groupes sortis de Thales, des TPE comme Cro, des cabinets, un prof de philo d'un lycée. Enfin, c'était une diversité incroyable de contextes. Et ça fait référence donc à cette possibilité de faire l'innovation managériale en changeant de contexte, en amenant dans un contexte nouveau quelque chose qui s'était fait ailleurs. Et enfin, on a été frappé par la variété des processus qui ont fait l'objet des témoignages. Dans certains cas, c'était des pratiques qui avaient démarré, puis qui étaient redéfinies en cours de route. Dans certains cas, des introductions réussies, dans d'autres, des échecs, des leçons de l'expérience ratée, etc. Il y avait une variété également de processus. Donc, tant que ça a été conscient, je pense, de la part des organisateurs, vous avez en fait embrassé les différentes facettes que nous, chercheurs, nous voyons à l'innovation managériale, c'est-à-dire des contenus qui peuvent être nouveaux intrinsèquement, certes, mais aussi des contextes d'application qui sont parfois décoiffants et des processus qui nous révèlent aussi quelques surprises. Pour terminer ce retour global, je vais passer le micro à ma collègue Isabelle qui va vous dire comment nous avons regardé cette incroyable fresque. Oui, donc merci à Véronique pour avoir pris le stylo et avoir traduit par ses petits dessins toutes nos idées à l'issue des témoignages.
Donc, c'est vrai que ça a été très, très riche. Je crois, pour commenter, je garderai l'idée de processus parce que finalement, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est comment on fait, comment on transforme et aussi beaucoup je dirais de retenue. On n'était pas dans des recettes de cuisine, c'était pas chacun arrivé avec, bah voilà, moi c'est mon one best way, voilà ce qu'il faut faire. Et au contraire, on a entendu beaucoup de retenue en disant, bien oui, c'est compliqué, c'est un travail au long cours et qui engage tout le monde, les dirigeants bien sûr, mais aussi il faut arriver à embarquer l'ensemble des équipes. Embarquer mais sans forcer, donc aussi beaucoup l'idée de respecter les rythmes différents. Pas tout le monde n'avance au même rythme sur ces questions. Ne pas exclure en voulant transformer trop vite. Cette idée, oui, de confiance, de partage des risques, de transparence a été très forte. Et puis aussi un côté un peu plus cynique et un peu plus sous-marin, c'est-à-dire que très souvent, il y a aussi un côté, d'abord, on le fait contre un système actuel dont on ne peut plus, hein, le fameux management de type X, hein, où par défaut, l'humain est mauvais, tricheur, paresseux, etc. Et donc, on va mettre en place tous les garde-fous pour faire en sorte qu'il arrive quand même à travailler et à fournir, à être productif. Et donc, très souvent, les personnes, les initiatives viennent déjà d'un plus jamais ça et de cette confiance, au contraire, qu'en créant des conditions positives, on peut entraîner vers des changements plus ou moins profonds. Et donc sous-marin, parce que aussi plusieurs fois, on a entendu parler de hacker l'organisation, de faire les choses un peu en invisible, parce que dans un cadre hiérarchique traditionnel, c'est pas facile de trouver, de laisser un peu de place justement pour transformer. Donc voilà, je crois qu'on pourra en parler encore longtemps, mais ces quelques boîtes qui arrivent autour de la fresque sont quelques-uns des points clés qu'on a retenus. Merci Isabelle. Alors voilà, c'était les premiers éléments qu'on voulait vous partager en mode global. Vous avez entendu notre admiration devant la diversité des expériences. Vous avez entendu que nous regroupons ça sous le terme innovation managériale. Vous avez entendu que nous y voyons des innovations managériales tantôt de contenu, tantôt de contexte, tantôt de processus. Et vous avez entendu que nous avions repéré, été sensibles au fait que certaines étaient pour, d'autres entre guillemets contre, certaines étaient frontales et d'autres un peu plus sous-marins. On peut prendre un premier temps d'échange, 5 à 10 minutes, pour que vous puissiez réagir à notre réaction, soit pour nous rejoindre, soit pour vous étonner qu'on n'ait pas dit autre chose que vous attendiez, soit pour nous dire que nous étions incompréhensibles. Ce serait tout à fait possible, le cas échéant. Certains veulent-ils intervenir dans un sens ou dans l'autre pour ce premier temps d'échange? Est-ce que je lève la main? Bon, je me permets. Vas-y, Olivier. Moi, ça m'a fait très plaisir le modèle que tu viens de nous proposer avec justement qui classifie ou qui cartographie ou qui repérarise les innovations managériales. Donc moi, je retiens vraiment, je trouve ça intéressant vraiment ces innovations de contenu, de contexte et de processus. Donc ça me va bien. Enfin moi, c'est un bel éclairage et un beau repère que vous nous avez donné. Merci. D'autres réactions? De commentaires? Incompréhension, compréhension, étonnement? Je complète ce que dit Odile en m'étonnant sur la diversité que j'avais pas notée parce que moi je suis allée à 4 et puis voilà, j'étais pas dans l'objectif de voir tout le panel qui nous était présenté. J'étais plutôt focalisée sur lequel je vais aller voir. Et du coup, je suis très surprise et étonnée positivement de toute cette richesse qu'il y a eu et je suis contente de voir
ce panel à la fois voilà, dans les types, dans les contenus, dans les processus, etc. Donc, oui, merci de cette analyse qui met en avant la richesse de ce qu'on a pu voir. Merci Anne-Sophie. Autre réaction, commentaire? Oui, Jean-Luc. Oui. Moi, je suis resté un petit peu perplexe face à la différence entre un contenu d'innovation managériale et un processus. J'arrivais à voir ce que c'est qu'un processus, mais après, le contenu, je vais facilement me dire, ah bah, c'est une autre façon de manager, donc bon, ça revient à un processus plus ou moins formel. Quand on dit processus, Jean-Luc, c'est pour dire la façon dont on a amené cette innovation managériale. Est-ce que c'est le dirigeant qui a fait sa conf dans l'amphi de l'entreprise avec 54 diapositives et puis on claque dans les mains et on y va? Ou est-ce que ça a été un autre cheminement avec peut-être des choses qui sont beaucoup plus bottom-up, voire parfois pirates et sous-marins? Voilà, c'est le processus d'introduction de Parfait, l'innovation merci beaucoup. managériale. C'est plus clair comme ça. Merci de nous avoir aidé à l'exprimer. D'autres besoins de clarification, commentaires libres, réactions? Oui, Véronique. Non, mais c'est pour dire que merci et que du coup, ça donne envie de faire une fresque du coup avec ces 3 configs-là pour reprendre différemment, autrement. Enfin, je trouve ça très intéressant d'avoir cette grille de lecture. Voilà. Et puis aussi saluer Vincent qui n'est pas présent, mais qui m'a aidé à préparer la fresque, même s'il n'était pas là le jour J. Voilà, Vincent Cobert. Merci à Vincent Cobert. Je vois qu'il y a une petite vignette qui s'est allumée depuis le début de la réunion et je vois qu'il y a Luciano qui a pu nous rejoindre et se connecter. Je voulais lui dire bienvenue avec vous. Merci d'être là. Est-ce que vous voulez dire juste un mot pour dire qui vous êtes et si vous avez eu la chance d'être aussi à la journée du 17 mars? Juste le cas échéant. Ah oui, c'est ça, vous devez vous isoler parce que vous êtes dans un endroit. Oui, je me déplace parce qu'en fait, j'écoute ça avec une oreille. Donc, salut, je suis Luciano, Luciano Rasso. Je travaille avec. J'étais intéressé à la communauté. Donc, je viens pour un peu commencer à jeter une oreille pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Voilà. Merci. Super. Bienvenue, Luciano. Ok, y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir pour ce premier tour de discussion? Et oui, n'hésitez pas. Ok, et bien, je vous propose du coup de reprendre le micro, à nouveau partager l'écran. On a donc, après ce premier tour global, on est maintenant prêt pour le deuxième tour de restitution, en quelque sorte. On va vous apporter un œil un peu plus particulier et précis avec une grille de lecture en management qu'on appelle celle du contrat psychologique. Vous voyez sur l'écran une balance. Cette balance correspond au contrat que vous ne signez jamais, mais qui est peut-être bien plus important que le contrat de travail que vous avez peut-être un jour signé, soit en tant qu'employeur, soit en tant que salarié. Cette balance, c'est le contrat psychologique. C'est un système d'attente réciproque entre l'employeur et l'employé. À gauche, un plateau, les contributions. On va appeler contributions tout ce que le salarié, le collaborateur apporte à son employeur bien-aimé. Qu'est-ce qu'on apporte à son employeur? Du temps, la façon d'habiter le temps. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur le présentéisme, vrai, faux, etc. Les compétences, l'expérience, sans doute, peut-être un certain nombre de ressources comme des réseaux qu'on a accumulés, des méthodes, des connexions à l'extérieur, de l'énergie, de la créativité plus ou moins grande, de l'envie, de l'engagement, etc., etc. Vous voyez que la liste des contributions potentielles est très importante. Et bien entendu, lorsqu'on est salarié, on a envie d'apporter des contributions, mais peut-être pas toutes les contributions du monde. Et inversement, quand on est employeur, on attend du collaborateur des contributions, mais il y a peut-être des contributions plus importantes à nos yeux d'employeurs que certaines autres. De l'autre côté de la balance, il y a les rétributions. C'est tout ce que je reçois de mon employeur, et on peut le dire du point de vue de l'employeur, tout ce que l'employeur donne en retour. Et comme vous le savez, le mot rétribution est bien plus grand, bien plus large,
que le mot de rémunération. La rémunération, c'est la partie monétaire de la rétribution, mais il y a tellement autre chose que la rémunération dans ce qu'on donne à l'employé. Il y a la plus ou moins grande autonomie, il y a bien sûr la reconnaissance, il y a la formation, il peut y avoir la carrière, il peut y avoir des réseaux professionnels, il peut y avoir du prestige, il peut y avoir des avantages en nature, il peut y avoir un million de choses possibles, et tout ça, ça nourrit le plateau de droite de mon schéma, les rétributions. Alors, quand un nouvel arrivant est recruté dans une entreprise, il signe la plupart du temps un contrat de travail. Il ne signe pas de contrat psychologique. Si le recrutement était bien fait, on a parlé entre le candidat et l'employeur avec des mots qui sont ceux-ci ou avec d'autres mots, des contributions et des rétributions. Parfois, certaines ont pu être passées sous silence, certaines ont pu être dans l'implicite. Et en tout cas, qu'elles aient été très clairement définies au début ou pas, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, cette balance peut bouger, peut se déséquilibrer. Car c'est bien une question d'équilibre qui se joue ici. Nous cherchons tous, que nous soyons employeurs ou employés, à équilibrer le contrat psychologique, à équilibrer les contributions et les rétributions. Ça se joue déjà en interne à un acteur donné. Moi, salarié, je me sentirais bien si j'ai le sentiment que les rétributions que je reçois sont à la hauteur, sont au moins aussi lourdes que toutes les contributions que j'apporte. Si je suis employeur, je me sentirais bien et dans une certaine justice organisationnelle en tant qu'employeur si j'ai bien, en échange des rétributions que je donne, toutes les contributions que je suis en droit d'attendre et que j'ai rappelées de manière très claire lors de l'entretien de recrutement ou lors du dernier entretien annuel. Et vous me voyez venir, un contrat psychologique, c'est difficile à équilibrer et il faut sans cesse revenir sur cette balance. D'abord, pour un même acteur. L'exemple type, c'est le salarié qui commence à avoir 1 puis 2 enfants, peut-être 3, commence à avoir des charges de famille. Ça veut dire que peut-être il va être limité dans les contributions ou certaines de ses contributions. Il pourra peut-être donner un peu moins d'engagement, un petit peu moins de temps qu'il n'en donnait dans la période précédente ou lorsqu'il n'avait pas charge de famille, il pouvait rester plus tard le soir ou il faut s'engager sur des projets jusqu'au bout de la nuit. Et inversement, puisqu'il a plus de charge de famille, il va être attentif ou désireux d'avoir des rétributions plus importantes parce qu'il a des charges à couvrir qui sont plus importantes aussi. Donc, le contrat psychologique peut se déséquilibrer déjà parce que la situation de l'acteur salarié évolue. Il peut se déséquilibrer aussi parce que la situation de l'employeur évolue. Je suis un employeur patron de PME, j'ai un problème temporaire de clientèle, mon chiffre d'affaires baisse beaucoup, mes charges n'ont pas beaucoup baissé, je demande un effort supplémentaire aux salariés, donc leur demande des contributions en plus, mais pendant cette période un peu difficile, je ne vais pas pouvoir augmenter les salaires ni donner de primes. Et donc, la balance se déséquilibre. Enfin, la balance peut se déséquilibrer parce que les perceptions tout à fait subjectives de l'un et de l'autre ne concordent pas. Et c'est en général ce qui peut se passer. Prenez le mot engagement. Tout le monde dit, en tant que salarié, je veux être engagé, et en tant qu'employeur, je veux des gens engagés. Mais qu'est-ce que veut dire un salarié engagé? Les points de vue sont extrêmement différents, bien sûr, et on peut avoir un contrat psychologique qui va se gripper, voire se déséquilibrer fortement, parce que le salarié, de son point de vue, va dire « mais moi, je reste engagé, puisque je fais mes 35 heures, 0 minutes, 0 secondes », alors que l'employeur va dire « c'est pas ça que j'attendais en termes d'engagement, j'attendais plus ». Donc, vous voyez, il y a plein de, hélas, bonnes raisons, en tout cas raisons compréhensibles, qui peuvent faire que la délicate balance du contrat psychologique en vienne à ne plus être tout à fait équilibrée. Et on s'est dit, nous, les chercheurs, en relisant tous les cas de cette journée énergiste à boîte, que ça pouvait être une clé, non pas la clé absolue, mais une clé de compréhension pour notamment voir ce que certaines innovations managériales deviennent dans le temps. Et on va prendre pour ça avec vous 2 exemples. Premier exemple, c'est un cas plutôt difficile, un retour d'expérience plutôt négatif, mais du coup très instructif, et on est très admiratifs de ceux qui l'ont partagé, c'est le pain des cairns. Je vais laisser Isabelle nous raconter cette histoire pour ceux qui ne l'ont pas entendue. Merci Christian. Donc oui, le pain des cairns, boulangerie
bio à Grenoble, que je pense beaucoup connaissent près du quartier Saint-Bruno. Et donc l'histoire est plutôt belle au départ, hein, avec les deux associés, les deux fondateurs, qui viennent pas du tout du monde de la boulangerie. Cédric est informaticien, Gilles est ingénieur, et tous les deux, bon, ils font partie justement de ces personnes qui n'en peuvent plus de ce fameux cynisme organisationnel et qui donc souhaitent mettre en place une boulangerie en gouvernance partagée. Donc pour eux, la promesse, hein, si on repart du cadre du contrat psychologique, c'est cette promesse de partage du pouvoir, de gouvernance partagée. Ils vont déjà se former, notamment via l'Université du Nou, et puis également les salariés qui vont les rejoindre, hein, ils seront jusqu'à 7 salariés associés, vont également suivre ces formations. Mais ce partage de la gouvernance, s'il peut se comprendre assez facilement et se traduit assez facilement dans les aspects opérationnels de l'activité de boulangerie, est beaucoup plus difficile à partager au niveau on va dire, de la vision, justement, sur comment on veut que ce pain décale, quelle est la vision de cette fameuse gouvernance partagée, de ce pouvoir distribué. Là, c'est beaucoup plus difficile et donc les fondateurs ont relaté des scènes vraiment de violence, même physique, hein, une réunion où une chaise est brisée, et puis aussi verbale, des violences, même des transgressions, comme un vol de la caisse, etc. Et le constat de ces fondateurs, c'est que finalement, ce contrat n'a pas été partagé. Cette utopie, quelque part, de pouvoir distribuer le pouvoir, de tous partager la même vision. Pour certains salariés, l'objectif premier de travailler, c'était eh bien d'avoir de quoi manger simplement, et puis d'avoir un peu du temps pour aller boire des coups avec les copains. Donc, un déséquilibre sur les attentes du contrat, et qui va mener à, je crois, Cédric va faire un burn-out, va quitter le pain des Cairns et va recréer une activité en précisant bien que cette fois, c'est lui le patron, il ne partage pas le pouvoir, et d'après lui, ça marche. Et Gilles qui va quitter également l'activité un peu plus tard et qui va créer une boulangerie bio coopérative, donc qui reste dans ce modèle de gouvernance partagée, mais qui a beaucoup appris sur la façon dont justement on peut mettre en place ce type de gouvernance. Donc voilà, on a commencé par l'histoire plutôt d'échec, même si, comme disait Christian, je crois que pour ceux qui ont assisté à ce témoignage, ça a été un témoignage très très fort et qui a appris beaucoup, je crois, sur ce processus parfois douloureux, hein, de transformation et de faire adhérer l'ensemble du personnel. On va terminer. Un témoignage marquant s'il en était, Isabelle, effectivement. Si avec toi, je reprends certains des points de ce récit et que je mets ma paire de lunettes du contrat psychologique, je peux notamment relever 3 choses. La première, dans cette histoire, les salariés se sont vus proposer de devenir associés. Alors ça, en termes de contrat psychologique, c'est un signal d'évolution très fort. Ça veut dire, messieurs et mesdames les salariés, qu'il y a une rétribution supplémentaire, puisque vous êtes associés désormais à l'affaire, au capital, mais ça veut dire aussi que la contribution qui est demandée est certainement un peu plus importante. Vous faites partie de la maison beaucoup plus que si vous étiez seulement salarié. Donc, ce passage aux associés salariés, c'est déjà un signal de contrat psychologique qui bouge. Ça ne veut pas dire qu'il va se briser pour autant, mais ça veut dire qu'il est en évolution. Deuxième point, des réunions qui parfois ont été très très dures, comme tu l'as rappelé Isabelle, mais aussi dans le récit qu'on a entendu, des réunions usantes. Ça, c'est un deuxième signal. Si je vis les réunions comme usantes, que je sois l'employeur ou que je sois le salarié, ça veut dire que j'ai beaucoup plus envie d'être en retrait la prochaine fois, que je veux limiter mes contributions parce que je pense que j'y perds des plumes ou que j'en tire trop de souffrance. Enfin, et je voudrais souligner ce que tu as dit, Isabelle, promesse partager le pouvoir, sortir de la domination. Du point de vue des salariés en jeu et présent, promesse perçue comme non tenue. Du coup, la rétribution
que j'attendais et qui était nécessaire pour équilibrer ma balance du contrat psychologique n'est pas là. Je trouve que du coup, le contrat psychologique est brisé, ça n'a plus de sens. Je me retire et je me retire violemment en l'occurrence. Heureusement, toutes les histoires ne sont pas aussi difficiles. Et il y avait, parmi les témoignages du 17 mars, une autre histoire, Isabelle. Oui, je me permets juste de compléter sur le pain des cairns avant. Je pense que dans cette balance, elle est clairement, il y a un surinvestissement donc, des deux associés, des deux dirigeants qui sont persuadés, qui sont convaincus, vraiment, c'est une valeur très, très forte, et de cette idée de gouvernance partagée, même si elle reste plus une idée qu'une réalité, et avec une déception face à finalement le fait que ça ne résonne pas parmi le reste du personnel. Donc, on voit aussi, hein, c'est le contrat psychologique, il y a toujours beaucoup d'affectifs. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure réellement comme on parle beaucoup d'équité, hein, souvent aussi par rapport à la rémunération, mais là, ce n'est pas ce sentiment d'équilibre. Il est beaucoup lié à l'affectif, à la psychologie, et il est assez compliqué, en effet, à analyser. Mais terminons, en effet, sur une note positive. Donc, Nicomatic, entreprise également bien connue dans la région, entreprise au Savoyard, spécialisée dans les connecteurs électriques, et qui est notamment connue dans la région pour avoir été l'une des premières peut-être à oser le terme entreprise libérée et à mettre en place donc un management libéré. Donc, ce sont deux frères hein, qui sont les patrons, on va dire quand même, en reprenant des termes classiques, et qui vont choisir de transformer cette entreprise familiale autour de cette valeur centrale de la liberté. Donc, comment ça se traduit, cette mise en place de la liberté? Ça se traduit, si on regarde l'aspect rétribution, ça se traduit par exemple en donnant 10% du temps de travail pour réaliser des choses en autonomie, en permettant également aux équipes de choisir les nouvelles recrues. Hein, le recrutement se passe en équipe, au plus près de l'activité. Et donc, le contrat est basé sur cette idée. L'entreprise fournit les ressources nécessaires, met de l'important, reconnaît le besoin d'autonomie avec ces 10% qui sont formalisés, reconnaît l'importance du bien-être au travail et en retour, les salariés contribuent de manière proactive à l'entreprise. Donc, c'est plutôt une belle histoire qui continue, hein, qui ne date pas d'hier. Alors, on est chercheur, donc bien sûr, on va chercher la petite bête. Alors, plutôt des points de vigilance. La question de la liberté, c'est jusqu'où. Nicomatic a vécu également beaucoup de départs, mais de départs pour en fait essaimer le modèle. Donc finalement, c'est plutôt positif. Ça veut dire que les salariés ont compris ce modèle et sont devenus un peu des porteurs, des missionnaires de cette nouvelle façon de faire. Ce cadre très épanouissant peut quand même conduire au surengagement. Donc, il y a quand même un risque psychosocial. Enfin, parfois, il est arrivé, par exemple, pour certains ateliers, que la liberté soit interprétée peut-être de façon trop libérée, trop indépendante, et où finalement la direction a mis en place un management traditionnel. Et en parlant de direction, finalement, la question, c'est toujours jusqu'où on libère. Et pour l'instant, l'une des difficultés évoquées par les salariés, notamment ceux qui sont partis, c'est cette difficile cohabitation entre, d'un côté, beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, et encore un management assez traditionnel, avec toujours un manager, par exemple. Donc une histoire, ce n'est pas une parfaite success story, mais en tout cas, dans ce cas-là, on observe que le contrat psychologique est plutôt équilibré. Il y a sans doute des facteurs favorables qui permettent de le comprendre. Le premier d'entre eux, c'est la permanence des dirigeants de cette entreprise tout au long des années. On n'est pas du tout dans le cas d'une gouvernance qui tournerait tous les 3 ans, même s'il peut y avoir chez les frères un changement parfois de rôle entre eux, il y a une permanence de la structure familiale qui crée certainement un cadre relativement stable, pérenne et rassurant.
Deuxième facteur favorable, la progressivité de la démarche. Nicomatic ne s'est pas, entre guillemets, libéré en un jour, en un grand soir, ni en un mois. Ça s'est fait sur toute une série d'années et de manière tout à fait progressive, d'atelier en atelier. Ça a commencé par un premier atelier, historiquement, où on n'arrivait plus à trouver de manager et qui finalement a décidé de s'organiser différemment sans manager. Et petit à petit, les ateliers volontaires pouvaient basculer, mais sans imposition de la part de la direction. Ça, c'est des facteurs favorables pour que le contrat psychologique ne se brise pas comme un verre qui tombe brusquement de la table, qu'il puisse évoluer et ou être maintenu. Le contrat psychologique, néanmoins, de Nicomatic, il est très exigeant. Si vous restez chez nous et si vous êtes dans l'un des ateliers qui, en l'occurrence, est organisé comme une mini-usine très responsabilisante, on attend beaucoup en termes de contribution de vous, salariés. Non seulement le travail, je dirais, normal, opérationnel, mais aussi des responsabilités de management que vous prenez, mais aussi de l'implication, de l'engagement réel. Les rétributions en face sont les rétributions, je dirais, normales, mais aussi certainement l'autonomie qui est en elle-même une rétribution, la reconnaissance peut-être interne, voire externe. Les salariés qui accompagnaient Stéphanie Camps dans le témoignage étaient aussi nos invités, ont peut-être eu un effet de reconnaissance positif, et tant mieux si c'est le cas. Ce qui fait que ce contrat psychologique exigeant tient, c'est sans doute ces facteurs favorables que nous avons pointés juste avant, la progressivité de la démarche, le maintien de la direction familiale tout au long des années. Il reste néanmoins une vigilance, et c'est une vigilance clairement perçue de la part de ceux qui ont témoigné. Il peut y avoir, tu le disais Isabelle, des risques de surengagement. Surengagement, ça veut dire que les contributions que je donne vont être tellement fortes que je vais donner trop par rapport aux rétributions et trop surtout par rapport à mon équilibre personnel. Le risque de surengagement est réel, mais il est bien perçu par l'entreprise, semble-t-il. Un autre risque auquel nous ne nous attendions pas, nous les chercheurs, mais qui a été partagé par les témoins de Nicomatic, c'est la difficulté pour les salariés sans manager à être crédibles dans l'entreprise lorsqu'ils discutent avec les managers des services qui sont restés avec du management, comme s'ils apparaissaient comme des sous-services ou des salariés bizarres qui n'étaient pas des vrais managers. Ça, on n'avait pas trop vu dans la littérature ou dans les cas qu'on avait brossés jusqu'ici. Pour autant, grâce à cette pérennité de la démarche, grâce aussi, je pense, à tout le travail d'attention, de vigilance de personnes comme Stéphanie Camps et d'autres certainement, eh ben, le contrat psychologique, il n'est pas brisé, au contraire, il se renforce, il dure et parfois, puisse-t-il durer et se renforcer encore longtemps. Voilà donc deux histoires que nous avons voulu reprendre et qui, nous semble-t-il, peuvent illustrer l'utilisation de la clé de ce contrat psychologique que je vous décrivais. On va maintenant vous permettre de libérer votre parole et dans quelques instants, on va vous envoyer en salle Zoom. Nous sommes, je crois, 17 personnes connectées. C'est un bon nombre pour faire 4 salles de Zoom et donc vous retrouvez à 4 personnes de manière aléatoire. Je vous propose 3 questions. Vous prenez les 3 ou une de 3 qui vous inspire plus, le cas échéant. Peut-être revenir sur cette notion de contrat psychologique. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle n'est pas claire? Est-ce qu'elle fait sens pour votre organisation? C'est-à-dire qu'au-delà des récits qu'on a repris pour vous aujourd'hui, là où vous êtes, c'est une clé de lecture qui peut vous être utile? Oui, non, peut-être, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Et puis, cette question de l'innovation managériale qui peut s'arrêter ou qui peut durer, vous avez certainement, vous, un avis sur les facteurs qui permettent de la faire durer ou qui la font s'arrêter, et auquel cas vous pouvez en parler entre vous et ensuite, quand on fera une remontée, nous partager le fruit de cet échange. Voilà les questions, vous pouvez les retenir par cœur, mais si vous ne les retenez pas par cœur, ne vous inquiétez pas, je vais les renvoyer par un petit message dans chacun des groupes Zoom dès les premières secondes de lancement. Donc, sans plus attendre, j'arrête de partager mon écran. Abracadabra, et vous revoilà. Voilà, vous êtes revenu sain et sauf. Je suis heureux de vous retrouver.
J'espère que vos échanges ont été intéressants, que les canapés ont été confortables pour cela, et en tout cas que vous avez peut-être envie de partager certaines choses. On va prendre peut-être une dizaine de minutes en fonction de vos souhaits, pour d'abord faire un partage plénier de ce que vous avez envie de remonter, peut-être sur 2 thèmes. Premier thème, le contrat psychologique, ça me parle pas, ça fait sens pour mon organisation ou pas. Et puis deuxième thème, ensuite, les autres facteurs importants pour expliquer si les innovations managériales s'arrêtent ou se prolongent. Commençons par le contrat psychologique. Clair, pas clair, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que certains veulent faire une remontée de leur petit groupe sur ce point? Moi, Jean-Luc, je peux prendre. Chez nous, c'était relativement clair le fait qu'il y a le concept de contrat psychologique. Il y avait un peu de grippe sur le mot contrat qui peut être perçu comme quelque chose de très formel, de figé dans le temps et d'écrit. Et puis à l'opposé, il y avait aussi un peu il y a une part du contrat psychologique qui peut être beaucoup plus profonde que les exemples que vous avez donnés et non conscient du style en fonctionnant comme ça, on va être heureux, et qui peut amener une brisure au moment où finalement on a réussi la transformation et puis c'est quand même encore compliqué et on se prend encore bien la tête dans nos relations de travail. Merci Jean-Luc, très intéressant. Alors c'est vrai que le mot contrat est un mot fort qui nous évoque forcément quelque chose d'hyper formel et d'hyper écrit. Je ne saurais pas dire, Isabelle, si c'est à dessein que les auteurs ont utilisé ce mot pour nous provoquer, entre guillemets, et nous dire que c'est aussi important que le contrat formel que nous signons, le contrat de travail, ou si c'est la trace d'une culture nord-américaine, puisque c'est un concept nord-américain. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas s'y méprendre et vous vous êtes retrouvés. C'est bien un contrat implicite, jamais écrit, non formel et pourtant tellement structurant. Et j'aime bien ce que vous faites remonter, Jean-Luc. Il y a des dimensions qui sont largement inconscientes, peut-être, là-dedans, parce qu'on a des attentes parfois très, très profondes. Merci pour cette remontée. Est-ce qu'il y a d'autres remontées sur le contrat psychologique parmi vous? Alors, Anne-Sophie, oui. Ok. Dans notre groupe, on était assez clair sur ce que c'était que le contrat psychologique et ça avait l'air assez naturel et donc ça fait sens à la fois dans un monde, on va dire, très entreprise, PME, grosse boîte, que dans un monde formation universitaire. Donc, ça faisait sens dans les deux, même si c'est pas le même contrat. Des deux côtés, il en existe un et voilà, c'était assez facile de le comprendre et de se l'attribuer. Ok, merci. Une notion qui peut parler, même si nos organisations sont très différentes, effectivement. Oui, j'ai bien aimé l'expression d'Anne-Sophie. En fait, je ne le connaissais pas, mais j'étais comme Monsieur Jourdan. En fait, je faisais de la prod sans le savoir. Et pareil pour le contrat. Ceux qui sont parmi vous dirigeants ou RH manipulent forcément, comme Monsieur Jourdan, ces notions, voire le font explicitement. Ça met des mots, comme on dit, sur les choses que vous pratiquez. Merci. D'autres remontées sur la partie contrat psychologique? Ça fait sens ou pas pour vous? Ça éclaire un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout? Sylvie, vous voulez dire quelque chose? Il y a Véronique, je crois, qui a levé la main, oui. Oui, Véronique. Oui, pardon. Merci. Nous, ça faisait carrément sens. Voilà, où qu'on soit, hein. Moi, je suis dans le public, les collègues étaient dans le privé. Se posaient plusieurs questions. Enfin, déjà, le fait que c'est clairement un impensé. Enfin, pour nous, c'est des choses qui ne sont pas dites, jamais évoquées, ou alors qui arrivent à être évoquées quand ça ne va pas bien. Et donc là, c'est déjà trop tard. Donc, se pose la question de comment on accompagne les entreprises sur ce truc-là. On partait du principe que c'est quelque chose qui, du coup, est implicite et du coup, ça veut dire qu'il faut une relation de confiance pour pouvoir en parler et se poser la question de « mais du coup, est-ce qu'un contrat psychologique, c'est au top niveau de l'organisation ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va dépendre en fonction du manager ou de la manager qu'on a et de cette relation particulière qui se crée ?
Et puis, on se posait la question de comment le truc peut être pris en compte ou pas au moment de l'accueil de la personne, du recrutement, voire en marge du processus de recrutement. Sur le côté, apparemment, c'est déjà fait dans certaines entreprises, mais en marge du processus de recrutement, pouvoir avoir un contact avec une personne de l'entreprise pour prendre un peu le pouls de la culture de l'entreprise, ce qui se fait, ce qui se fait pas, quels sont les... Enfin, quelque chose où on peut avoir un échange humain et pas forcément un site internet sur ces aspects-là, qui n'est pas forcément évident d'avoir en entretien de recrutement parce que c'est très charté, puis il y a des questions qu'on ne peut pas trop poser, mais voilà, peut-être développer quelque chose autour de l'expérience collaborateur ou futur collaborateur et qui aille jusqu'à l'excubation, comme disait Sylvie, je crois que... Sylvie, je crois, excuse-moi Sylvie, je ne me souviens plus si c'est toi qui parlais de ça, sur le côté comment on prend en compte justement le retour de la personne qui a quitté l'entreprise pour comprendre voilà, comment ça vient s'imbriquer là. Sachant qu'on parlait aussi de la notion de sécurité qu'il y avait avec ce contrat psychologique qui permet à la personne, en fait, en comprenant ce qui est attendu et jusqu'où elle est attendue, de se déployer en tant que personne dans l'organisation et que de dire les choses, ça donne aussi une liberté parce qu'on a un cadre qui est précisé et que du coup, ça, c'était super et que du coup, il fallait qu'il y ait une notion de transparence par rapport à ça. Enfin voilà, c'était un sujet très intéressant. Les filles, je vous laisserai compléter s'il y a des trucs que j'ai oubliés ou mal dit. Voilà, donc c'était très riche. Les autres Parfaitement résumé. participantes veulent rajouter quelque chose. Non, je suis bluffée, Véronique, c'est parfaitement résumé. Ah, non seulement elle sait faire des fresques, mais elle sait synthétiser son petit groupe. Merci. Et beaucoup de choses sont montées. Je reprends trois de vos questions, pas toutes, mais trois de vos questions, et je les renvoie aux autres. Est-ce que ça ne suppose pas d'abord une relation de confiance? Est-ce que ça part du manager? Et est-ce qu'on peut en parler à l'extérieur, hors du processus de recrutement? Est-ce que certaines personnes ici ont envie de saisir une de ces trois questions? Moi, je veux bien, un peu en provocation, en disant qu'en fait, le contrat psychologique, on n'en parle pas, il est plus ou moins induit, donc du coup, il est certainement très différent d'une personne à l'autre. Si on n'en parle pas, c'est que du coup, ma compréhension du contrat psychologique est peut-être différente de la compréhension de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est le manager qui établit le contrat psychologique? Je ne pense pas, à moins qu'il le dise, à moins que ce soit explicité. Sinon, en fait, je trouve que finalement, en entendant un peu les remarques de tout le monde, ça rejoint quelque part la culture d'entreprise, dans le sens où on va retrouver les valeurs d'entreprise, la manière dont les gens interagissent entre eux, voilà, on retrouve pas mal de choses qui petit à petit, je trouve, font écho à la culture d'entreprise. Mais je suis, et on en a discuté en groupe sur, ça a un intérêt en fait d'être plus explicite, de communiquer sur ce contrat psychologique, qu'est-ce qu'on attend en fait, mais en même temps du coup, sachant que possiblement c'est différent entre toutes les personnes, ça va évoluer, ça va muter, ça va être très difficile d'être exhaustif, de parler de tout, de s'accorder dessus. Et en plus, du coup, on a quand même une contrainte de code du travail, de formalisation d'un certain nombre de choses qui parfois c'est pas en conflit, mais peuvent être un petit peu opposés avec ce qu'il peut y avoir dans le contrat psychologique, notamment tout ce qui est de l'ordre de la flexibilité dans le travail. Bon, on sait bien que notre code du travail, la flexibilité, n'aime pas beaucoup. Donc du coup, c'est là où ça rend les choses un peu compliquées. C'est que si on veut vraiment être explicite, on peut assez rapidement, en fait, être en opposition avec d'autres choses, en fait, qui sont très, très explicites pour le coup. Oui, c'est à la fois la nécessité et le risque de l'explicitation. La nécessité, parce que si ça reste implicite, on a toutes les bonnes raisons du monde de ne pas se comprendre et de passer à côté. Et si on l'explicite trop, oui, on risque d'être hors jeu par rapport
à telle ou telle règle. Par exemple, j'ai compris que mon collaborateur avait besoin de beaucoup plus de flexibilité du temps de travail. Je suis pas censé lui donner cette liberté, je lui en donne de fait, mais quelque part, j'espère que la patrouille ne va pas la prendre parce qu'on est les clous. Oui, j'imagine qu'il y a cette tension, hein. J'aime bien la remarque sur la culture d'entreprise parce qu'effectivement, on peut percevoir les cultures d'entreprise affichées lorsqu'elles sont sincères comme des éléments marqueurs des contributions, rétributions attendues. Encore faut-il que ces cultures soient bien décrites, soient sincères et soient exprimées, ce n'est pas toujours le cas, parce que d'abord, ce n'est pas facile, et ensuite, toutes les entreprises ne font pas ce choix. Merci Valérie. D'autres partages ou réactions sur cette question du contrat psychologique? Isabelle, tu peux peut-être dire oralement ce que tu viens d'écrire, qui est très intéressant. Oui, je m'interrogeais juste sur cette idée de expliciter l'implicite. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est plus parti, c'est notre déformation professionnelle, j'imagine, mais sur le côté de contrat. Donc, un contrat, c'est clair, c'est cadré, c'est écrit, c'est une transaction, hein, très souvent, et qu'on oublie un peu le côté psychologique, et qui est tout l'inverse du côté transactionnel, et qui est aussi très, comme vous l'avez dit, hein, très dépendant de chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu arrive avec ses propres attentes, finalement, sur ce qu'il veut, ce qu'il attend de l'entreprise. Et souvent, en fait, on n'en est pas conscient jusqu'au moment de crise où on s'aperçoit que ça ne matche pas du tout avec ce qu'on voulait. Donc, peut-être faire attention à aller trop dans le côté, on va mettre ça sur écrit, on va afficher ça sur la porte et on va dire tout signe. C'est le contrat psychologique du bureau B213. Je Moi, pense que juste une remarque, je pense que la pointe ou l'intérêt particulier de cette théorie, c'est pas tellement le côté implicite, c'est plus le côté évolutif. Cette théorie nous dit attention, attention, l'équilibre que vous avez bâti à un moment donné lors du recrutement, par exemple, avec un collaborateur ou un employeur, il est susceptible de bouger beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Donc, soyez-y mutuellement attentifs, si vous êtes employeur, si vous êtes salarié. Je pense que c'est ça peut-être le warning le plus important. Moi, ce que j'avais peut-être envie de rajouter, c'est que là, je me vois cheminer en fait depuis que Christian, tu nous as présenté ce concept, c'est que en fait, moi, je le vois maintenant là, je le vois beaucoup plus comme un super outil pour à un moment donné se poser et se comprendre en fait. Et je pense que c'est moi, je me dis finalement, au début, je me disais, il faut expliciter, mais finalement, peut-être c'est plutôt, enfin, moi, je repartirais, je pense, de cette vision en me disant, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui gratouille, qui pose problème avec quelqu'un d'autre dans l'équipe ou si je suis dans une relation managériale avec un collaborateur ou réciproquement, je pense que j'irai chercher cette notion pour qu'on pose les choses et qu'on puisse clarifier en fait là où ça grince d'un côté comme de l'autre. Et puis, je pense que c'est un bon départ en fait pour discuter, pour trouver une solution, pour rééquilibrer, etc. Mais je n'irai pas sur bon, maintenant il faut expliciter ce truc-là, quoi. Mais pour moi, c'est une si invitation ça coince, à se poser. voilà, je pense que c'est un outil pour mieux se poser, pour mieux se comprendre, mais c'est un outil qu'on va peut-être à un moment donné avec telle personne dans telle situation. Voilà. Merci Véronique. Magali, vous vouliez prendre la parole? Oui, ça rejoint un peu ce que vient de dire Odile. Moi, ça m'évoquait tout ce qui se disait et ça répondait aussi au point de la relation de confiance dont vous parliez, que finalement, derrière ce contrat psychologique, et ce qui va aussi faire que ces innovations managériales, elles peuvent perdurer, à mon sens, c'est qu'on soit en capacité de se dire les choses, donc de pouvoir créer des espaces, des temps où justement, quand le déséquilibre du contrat psychologique arrive, quelle qu'en soit la raison, on puisse en parler, soit à son manager, soit en équipe, selon la situation. Donc, ça rejoint exactement ce que vient de dire Odile. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de le rendre explicite. Par contre, pour nous qui menons ou sommes acteurs de ces transformations ou de ces innovations managériales, de l'avoir en tête nous permet de nous dire, est-ce qu'on a bien prévu des espaces où on va pouvoir se dire les choses et du coup, quelque part, aborder ce contrat psychologique.
de l'avoir en tête, et si j'ose compléter, Magali, d'avoir en tête que si on met en place une nouveauté dans le management, être sensible au fait que ça peut bouger les contrats psychologiques. Tout à fait. Et donc être vraiment là en veille. Merci. Et Véronique, vous voulez revenir aussi au micro? Pardon. Oui, c'était juste pour compléter par rapport à la notion de surengagement, où on s'est quand même posé la question, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, de comment, en fait, si on constate que le contrat psychologique, il y a un surengagement, enfin, implique un surengagement, et que du coup, ça ne convient pas, comment on s'en sort de ce surengagement et comment on fait collectivement pour que, si ça ne me convient plus, donc là, la solution était, ben, peut-être que je pars et j'essaie ailleurs, d'où l'importance aussi d'aller chercher l'expérience des personnes qui sont parties de l'organisation pour comprendre. Mais voilà, il y avait quand même cette question de: «OK, et si ça ne me convient pas, est-ce que la seule solution, c'est de partir?» Enfin, comment on fait pour composer avec ce Il y a truc-là? décalage. Est-ce que la seule solution, c'est la sortie? Qu'en pensent les autres? On l'a un peu évoqué chez nous. Après, peut-être Anne-Sophie, je crois que tu étais. Mais Jean-Luc, je crois que vous avez envie de dire quelque chose à ce sujet. Oui, ça m'allait bien que vous démarriez, ça me permettait de clarifier ma pensée. Donc là, elle va être un peu brouillon, je pense en parlant, hein. Mais dans ces modes qui sont responsabilisants, je crois que le fait de prendre soin de soi fait partie du contrat qui doit être explicite. Et que moi, j'aime bien les approches par rôle. Donc, à un moment donné, si j'arrive plus à faire face, l'idée, c'est que j'arrête de faire face. C'est-à-dire que quand la journée de 8 heures est terminée, j'arrête de travailler. Quand j'ai géré mes priorités et j'ai commencé par faire tout ce qui était prioritaire, il y a un moment donné, je dois m'arrêter et juste signaler ça, je n'arrive pas à le faire. Là, j'ai besoin qu'il y ait un autre rôle qui soit créé, ainsi de suite. Et donc ça, c'est un niveau de responsabilisation. Je pense qu'on fait face à une difficulté qui est qu'il faut que les gens soient suffisamment responsables pour prendre soin d'eux-mêmes et que dans une transformation, eh ben, il y a un point dangereux, en fait, un point, un espèce de creux où les gens sont encore dans l'engagement par rapport à ce qu'on attend de moi, je dois le faire. Et ils n'ont pas mis dans ce qu'on attend de moi, c'est prioritairement prendre soin de ma personne. Oui, dans un mode responsabilisant, prendre soin de soi doit être une nécessité. Du coup, une nécessité, Jean-Luc, qu'on doit afficher, qu'on doit rappeler, sur laquelle on doit veiller, pas comme un principe flou, mais bien comme quelque chose de réel et C'est ça. d'appliqué. Oui, tout à fait. Et donc, dans les régulations dont parlait Magali tout à l'heure, sur le contrat psychologique, il faut aussi que dans la régulation, il soit possible de nommer. Ça devient difficile pour moi, j'ai du mal à faire face. Et donc, réfléchir à de quoi j'aurais besoin pour réussir à mieux faire face. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai besoin que quelqu'un me redéfinisse mes priorités parce que c'est quand même sacrément sécurisant et que là, ça fait peser sur mes épaules trop de responsabilités. Peut-être d'ailleurs que si c'est une tierce personne dans l'organisation qui est chargée de recevoir ce type de verbalisation, ça peut aider. Peut-être qu'il y a parmi vous des organisations où ce n'est pas le manager, mais une tierce personne qui est en quelque sorte reconnue, habilitée pour éventuellement recevoir ce type de formulation. Je n'y arrive plus, ça ne s'équilibre plus, etc. Est-ce le cas? Ou c'est toujours le manager avec ses épaules déjà bien chargées qui doit être attentif à ça? Je rebondis, du coup, nous, on a un service de santé au travail, donc effectivement avec une psychologue et des médecins du travail. Donc effectivement, on peut s'adresser à ces collègues-là. Et ensuite, on a un dispositif qui s'appelle le CADO, le comité d'accompagnement des organisations, qui fait qu'en gros, on partage avec le service santé, les RH et la mission méthode, les consultants internes, j'arrive plus à trouver le terme, les problématiques pour voir s'il s'agit d'une situation ou d'une organisation du travail. Est-ce qu'il faut travailler au-delà de l'accompagnement de l'individu sur l'organisation du travail et mettre en place un système de coaching, d'audit ou autre. Eh oui, un service santé au travail bien organisé, ça peut servir à ça. Super. Anne-Sophie, là-dessus? Alors, moi, je voudrais aussi répondre à la question précédente qui était où est-ce qu'on trouve le déséquilibre ou comment on fait pour sortir du déséquilibre, etc.
moi, je me pose la question de est-ce qu'il n'y a pas plusieurs contrats de là où je viens, donc chez Orange, où on était quand même une grosse structure. Est-ce que finalement, mon contrat avec mon RH, c'est le même qu'avec mon manager, c'est le même avec le chef du département, c'est le même avec mon collègue? Et donc, s'il y a des équilibres d'un côté, je pense que naturellement, là, comme ça, à chaud, hein, je suis allée chercher l'équilibre d'un autre côté. Et que le contrat psychologique entre chacun est différent. Donc, s'il y a trop de déséquilibre d'un côté, je vais aller chercher ailleurs, quoi. Voilà. Et ça se voit souvent dans les organisations, hein. Je ne m'entends plus avec ce manager, mais tel autre me dit, OK, je sais avec moi que tu peux gérer ce projet désormais, etc. Ouais, ça peut se réguler comme ça. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière remarque à partager en plénier à partir de vos expériences? Oui, je voulais peut-être partager l'idée que dans un modèle responsabilisant, l'équilibre qui est important aussi à mener, c'est les fameux 3 P, la permission, la puissance et la protection. C'est-à-dire qu'on donne la liberté aux personnes de manœuvrer, mais en même temps, il faut savoir aussi pouvoir leur donner une certaine protection pour qu'ils puissent finalement éviter ce surengagement, qui est juste la puissance qui correspond finalement aux attentes du dirigeant ou du manager, ce qui peut éviter un surengagement. Donc voilà, ça revient à cette notion d'équilibre psychologique important. Donner la permission, donner la puissance au sens de capacité d'agir vraiment, j'imagine, Sylvie? C'est ça, oui. Et puis la protection. Ouais. Merci pour le rappel de ces 3 points. OK, on arrive doucement dans la dernière ligne droite de notre réunion. Je voudrais vous proposer, pour terminer, un tour des écrans final. Je vous propose 3 questions et vous allez prendre 1 minute de réflexion tranquille. Une première question, qu'est-ce que j'ai compris? Il y a peut-être quelque chose que vous avez compris sur votre boîte ou sur votre univers ou sur votre expérience passée. Qu'est-ce qui continue de m'étonner? Soit parce que ça vous résiste, c'est pas clair, soit parce que ça vous émerveille. Et puis 3e question, on est ici dans une communauté, Énergista Boîte. Est-ce que suite à cette session, j'ai une nouvelle attente? Soit parce qu'une attente que j'avais au début de l'après-midi n'est pas satisfaite du tout, et je peux l'exprimer, soit parce que ça fait naître une nouvelle idée. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces 3 questions, mais je vous les livre toutes les 3 maintenant, et on prend 1 minute de réflexion. Vous partagerez en tour des écrans tout à l'heure, dans 1 minute, sur l'une ou et l'autre de ces 3 questions, selon votre convenance. C'est parti pour 1 minute de réflexion. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui continue de m'étonner? Ai-je une nouvelle attente suite à cette session? Eh bien, je vais prendre la diapo en mode construction pour pouvoir faire le tour des écrans, vous écouter et puis marquer les petites choses que vous aimeriez exprimer à la fin de cette réunion. Voilà. OK, vous n'êtes pas obligé de prendre les 3, et je vous invite en tout cas sur une des questions à être relativement bref, un mot-clé ou une phrase courte pour permettre de bien la partager. Véronique, est-ce que vous voulez partager quelque chose sur l'une ou l'autre de ces 3 questions? Ce que j'ai compris, c'est l'importance du contrat psychologique. Ce qui continue de m'étonner, c'est que ça reste des choses pas trop discutées et très implicites alors que c'est hyper important. Et du coup, c'est comment on accompagne, les organisations et les managers pour mieux le prendre en compte. Merci Véronique. Sylvie, voulez-vous partager quelque chose?
Peut-être pas Je obligé. suis Hein. assez inspirée par Véronique. Ouais, bah oui, l'équilibre du contrat, forcément, ouais, son importance. Et puis, je pense que la transparence aussi que doit avoir l'entreprise sur sa culture, moi, c'est ce qui m'étonne. C'est comment on ne peut pas être transparent sur sa culture d'entreprise avec son salarié ou son futur salarié. Et puis, l'attente. Transparence sur la culture, c'est ce que vous avez compris ou c'est quelque chose qui vous étonne pour que je, Ouais, pour pardon. que je La vous entende bien? transparence, c'est ce qui, enfin, je suis étonnée Oui. que les entreprises ne soient pas plus transparentes, Ah, n'aient oui. pas plus voilà, à revenir sur cette transparence, n'a pas enfin, des difficultés à pouvoir la décrire, la présenter. Oui. Ok, super clair. Mhm. Bah, l'attente, c'est comment finalement? Comment elle peut, elle peut être plus explicite et puis plus valorisée aussi. Comment expliciter et valoriser nos cultures respectives? Merci beaucoup. Anne-Sophie, quelque chose à partager? Oui, oui, oui. Alors moi, je suis bien dans la question, peut-on rendre l'implicite explicite, donc avec du partage peut-être d'expérience, autant en tant que manager et employé que salarié ou contributeur. Mais j'ai aussi ouvert la question j'aurais souhaité lors de cette session avoir un peu plus de retours de chercheurs sur leur rapport d'étonnement. Et sur leur sujet de recherche et quelle suite ils vont donner à ce qu'ils ont écouté lors de cette journée. Voilà. Envie de plus de retour des chercheurs sur leur étonnement et ce qu'ils vont en faire. Merci Anne-Sophie. Pascal, voulez-vous partager quelque chose en fin de réunion? Avec votre micro. Pardon. Alors, effectivement, l'importance du contrat psychologique, oui. Ce que j'ai réalisé, en fait, ce qui m'étonne aussi, continue à m'étonner, c'est comment dire, le décalage entre les attentes d'un management, par exemple, qui veulent aller vers un changement de forme d'organisation et comment est-ce que les collaborateurs au sein de l'équipe peuvent recevoir en fait ces envies de souhaits changer, ou ces ces envies de souhaits. changer, quoi, voilà. Mmh. Et ça s'inscrit aussi, alors moi je dirais pas seulement la culture d'entreprise, mais l'historique d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé avant, avant ce changement? Pourquoi est-ce qu'on veut ce changement? Qu'est-ce qui a été induit avant? Et comment est-ce que les gens, du coup, sont prêts à s'impliquer dedans? Oui, on hérite aussi une histoire. Mmh. Merci beaucoup. Magali, voulez-vous partager quelque chose? Oui, moi j'ai compris qu'on avait, notamment dans notre premier projet d'autonomisation, sans doute pas assez pensé à cette notion de contrat psychologique et à l'équilibre entre les contributions attendues et les rétributions. Et ça m'a amené à une nouvelle attente qui est, alors encore une fois, c'est surtout sur les publics de production qu'on vit ça, mais comment gérer dans la transformation les personnes qui soit n'ont pas envie d'aller vers la responsabilisation, soit c'est parce qu'ils ont peut-être une attente plus forte de rétribution que ce que l'entreprise est prête à donner, mais en tout cas, voilà, comment on gère ceux qui, dans un premier temps, vont refuser la responsabilisation pour diverses raisons, et pas forcément que la rétribution en tout cas. Tout à fait. Merci Magali. Héloïse?
Oui, alors moi je suis étonnée en fait de l'importance de ce contrat psychologique et de la place qu'on y a accordée durant cette séance. Bien sûr, j'ai compris que c'est un élément absolument fondamental pour toute innovation managériale qu'une entreprise veut instaurer. Néanmoins, pour moi, il n'y a pas que ça et j'aurais aimé voilà, un complément d'informations et de retours effectivement sur ce que vous auriez pu penser à ce sujet. En plus du contrat psychologique sur l'innovation managériale. Merci Louise, bien reçu. Jean-Luc? Alors, pour faire original, ce qui m'a surpris, ce qui continue à m'étonner, c'est la puissance des attentes implicites, en fait. Et dans une nouvelle attente suite à cette session, ça serait, je crois, des temps de réflexion sur comment accompagner avec tendresse les employés dans un changement, sachant que qu'il y a des attentes implicites, qu'il y a des… Vous avez dit accompagner avec tendresse, hein, j'ai bien entendu. Mot fort. Ouais, c'est exactement ça, oui. Bien reçu. Merci beaucoup, Jean-Luc. Valérie? Alors moi, ce qui continue de m'étonner, en fait, c'est que malgré la complexité des choses, parce qu'on voit qu'en fait, c'est assez complexe, l'histoire du contrat psychologique et puis tout ce qu'il y a derrière, mais il y a quand même des gens qui foncent, qui osent et puis qui arrivent à innover. Donc ça, voilà, je suis… voilà, je suis agréablement surprise et puis ça m'encourage à continuer dans ce sens-là. Et ça m'amène une réflexion qui est aussi que finalement, on est aujourd'hui dans un système, une relation au travail qui a été imposée en fait historiquement. Il n'y avait pas de collaboration. Enfin voilà, il y a des choses qui étaient très descendantes, décidées par le haut. Les collaborateurs, on ne leur demandait pas leur avis. Et petit à petit, en fait, on va vers des modèles où pour que ça marche, on se rend compte qu'il faut impliquer de plus en plus les gens, même parler effectivement de ce qu'on dit jamais, de ce qui est implicite justement. Et voilà, donc il y a quand même, du coup, le challenge, il est important, celui qu'on veut relever. C'est vraiment un changement qui est très conséquent par rapport à là d'où on vient. Merci de relever ce challenge conséquent. Lucie, voulez-vous partager quelque chose? Je vais le dire un peu en vrac parce que c'est pas vraiment à attribuer à une des questions et c'est un peu dur pour moi de résumer, mais ce que je retiens, c'est en fait on remet l'humain au centre. Enfin, encore une fois, c'est ça qu'on a ciblé et la notion de care en fait en anglais, hein, C-A-R-E en fait, hyper importante. Je suis un peu encore brassée par tout ça, donc j'ai du mal à vraiment résumer assez clairement, mais voilà, c'est les deux choses qui me viennent. Merci beaucoup. Jean-Christophe, voulez-vous partager quelque chose en fin de session? Ouais, je suis le dernier, donc beaucoup de choses ont été dites. J'ai juste rajouté peut-être une clarification, en tout cas pour moi, par rapport à ce que Anne-Sophie a dit sur la nouvelle attente suite à cette session. Envie de plus de retour des chercheurs sur l'attonnement et la suite. Une petite proposition, ça a peut-être été d'avoir des verbatims des chercheurs, parce que là, vous avez présenté une synthèse avec le contrat psychologique, mais peut-être que j'aurais aimé avoir des choses un peu moins, un peu plus utilisables, concrètes, par rapport aux observations des chercheurs. Bien noté. Merci Jean-Christophe. Y a-t-il une autre personne qui veut s'exprimer? Et oui, qu'elle le fasse maintenant ou se taise à jamais. Moi, je veux bien prendre la parole, c'est Odile. Moi, j'ai deux attentes en fait suite à cette session, mais je me rends compte que j'étais sur la partie suite pour la communauté. Moi, une des attentes, ça serait
je serais très curieuse qu'on creuse et qu'on partage nos réponses à la troisième question sur qu'est-ce qui fait durer ou cesser en fait une innovation. Je pense qu'on a partagé des choses dans le groupe et je pense que vous aussi, et j'aimerais bien qu'on se fasse un autre moment avec vous en fait pour parler de cette question-là. Et puis, je me dis, en fait, on a appelé ça le coin des chercheurs. Je me dis qu'en fait, refaire un coin des chercheurs tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça serait top, en fait, parce que je pense que vous avez vraiment apporté un truc différent dans nos réflexions. Et voilà, moi, je continue à demander. À moi, tant qu'on ne me dit pas non, je continue à demander. Donc, je me dis que ça serait sympa de faire pourquoi pas de se refaire un coin des chercheurs, enfin, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien, mais je serais très contente. Voilà. Merci Odile. Attention à ne pas créer du surengagement chez les chercheurs. Ils sont très heureux d'être ainsi sollicités. Ok. Eh bien, écoutez, on arrive comme ça au terme de notre rencontre. On vous fera passer la synthèse que je viens d'écrire. Merci beaucoup à chacune et à chacun pour ce qu'il ou elle a partagé. Et puis, bonne route dans vos aventures managériales, qu'elles continuent. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Un grand merci à vous. Super. Au revoir. Au revoir. Au revoir.